Qu'on soit créateur de contenu débutant sur YouTube ou qu'on soit expérimenté, ça reste un domaine qui est assez flou pour beaucoup de personnes. Il y a des personnes comme toi et comme certains qu'on a pu rencontrer qui adorent plonger dans les stats, le taux de clic, la rétention. Dernièrement, on a eu un post LinkedIn qui parlait un petit peu de taux de clic. Et la personne expliquait que sa miniature et sa vidéo avaient un taux de clic vraiment dégueulasse. Et donc la conclusion de cette personne, c'était que comme la miniature et le taux de clic étaient à moins de 2%, la vidéo était forcément nulle. Par contre, nous, on n'a pas la même lecture d'un taux de clic à 2%. Et je voudrais que, sans langue de bois, que tu dises la vérité, parce que je sais que tu n'aimes pas trop donner nos petits secrets, mais j'aimerais que tu expliques les différentes manières de lire un taux de clic. Un taux de clic, c'est probablement la stat la plus dure à lire à travers YouTube. Parce qu'en fait, une rétention, un watch time, etc., va être généralement assez régulier d'une source de visionnage à l'autre, d'une audience à l'autre, alors que le taux de clic peut énormément varier d'une source ou d'une audience à l'autre. Donc, en fait, il y a plusieurs échelles sur lesquelles il faut observer l'évolution des taux de clic. Il y a déjà l'échelle temporelle, c'est-à-dire que c'est normal pour n'importe quelle vidéo YouTube que le taux de clic à la sortie de la vidéo soit plus élevé que 3 heures après, que 12 heures après, que 15 jours après. Parce que, évidemment, dans les premières heures, c'est les super fans, ceux qui voient la notif, qui vont tout de suite sauter dessus. YouTube sait recommander aux personnes qui adorent vos vidéos, votre vidéo dès qu'elle sort. Et donc, évidemment, le taux de clic est meilleur à ce moment-là. Donc, ce qui va être intéressant aussi, ce qui nous intéresse, c'est la viralité potentielle d'une vidéo. Ça va être le taux de clic au bout de plusieurs jours. Au bout de 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. Parce que si ce taux de clic reste à un niveau relativement élevé, 5, 6, 7%, ça veut dire que pour des nouvelles audiences ou des audiences moins super fans justement, ça reste pertinent et cette audience la clique et donc là YouTube va dire: «OK, c'est intéressant». Mais vous comprenez déjà que, rien que sur cette dichotomie-là entre guillemets, cette échelle-là, si on a une vidéo ultra communautaire du type, «Demain j'arrête YouTube», évidemment ma communauté va cliquer à fond dans les premières 24 Ouais. heures, mais dès que YouTube va le montrer à des nouvelles personnes, les gens vont pas cliquer du tout. Et YouTube est devenu très, très bon à comprendre dès le moment où ça vaut plus la peine du tout de recommander une vidéo. Et donc en fait, peut-être qu'au final, je vais avoir 10 000 vues qui auront super bien cliqué parce que c'est ma communauté et 200 vues à peine ou 500 vues de nouvelles personnes qui ont très peu cliqué et du coup, au global, j'aurai un super beau taux de clic. Je vais me dire: «Mais je comprends pas pourquoi ma vidéo elle décolle pas». Sauf que YouTube aura regardé que sur la petite audience nouvelle, ça a pas cliqué et donc ça vaut pas le coup de Ah, la pousser plus. c'est très intéressant. Je sens qu'on va adorer. Ah vas-y, ouais, Alors, non, non, on est parti. j'aimerais qu'on remette les bases, parce qu'effectivement, on a une communauté qui s'y connaît, mais il y a peut-être quelques personnes qui ne comprennent pas forcément comment on calcule un taux de clic. Et aussi, parce que tu commences à l'expliquer, je veux que tu expliques aux personnes comment YouTube. Non, pas comment YouTube. Quel est l'algorithme de YouTube, en tout cas les premières heures? C'est-à-dire que, imaginons, on publie une vidéo, qu'est-ce que va faire YouTube? Parce que tu parles beaucoup de communautés, de personnes qui ne sont pas son audience. Comment ça se transcrit en fait dans les chiffres? Et c'est quoi ce fameux algorithme de YouTube que tout le monde essaye de percer? Pour vraiment mettre la Ouais, base, quoi. alors un taux de clic, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur une vidéo par rapport au nombre d'impressions, nombre de fois où YouTube a montré le titre et la miniature sur YouTube. Donc voilà, c'est assez basique. On peut rentrer plus dans le détail et c'est une impression si ça a affiché plus que la moitié de la miniature, et cetera. Enfin voilà, il y a des trucs qui vont un peu plus loin, mais c'est Donc pas en le gros, propos aujourd'hui. c'est quoi Heu, ta miniature s'affiche sur, par exemple, ta page d'accueil quand tu te connectes sur YouTube. Donc ouais, par exemple, moi, j'ouvre la c'est YouTube, ça, ça va faire une impression pour toutes les vidéos que je vois sur mon écran. c'est OK. ça. Et c'est déjà une énorme différence par rapport aux autres réseaux sociaux, parce qu'en fait, les autres réseaux sociaux, dès qu'il y a une impression, on considère que c'est une vue. Sur LinkedIn, sur, TikTok, sur Insta, quand on scrolle, on considère que c'est une vue. Sur YouTube, je peux scroller et laisser passer des miniatures ou des titres, c'est pas considéré comme des vues. C'est considéré comme des impressions et la vue, c'est à partir du moment où la personne a dit: «J'ai décidé de cliquer sur cette vidéo et de la regarder» et donc il y a une intentionnalité, sur YouTube qui est déterminée par le taux de clic et c'est pour ça que c'est un élément aussi important, sur YouTube et que ça la sépare cette plateforme des autres. Mais du coup, c'est un élément qui est ultra important parce qu'évidemment, bah, YouTube a un espace limité pour proposer des nouveaux contenus et donc YouTube va mettre beaucoup plus en avant dans son algorithme de recommandation des vidéos que les gens ont envie de voir, c'est les vidéos sur lesquelles les gens cliquent. Donc c'est un élément très important de l'algo, ouais. OK, donc ça, c'est qu'est-ce qu'une impression pour YouTube? Donc le taux de clic, comme tu l'as dit, c'est le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur cette miniature. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, comment montre
YouTube, enfin comment la vidéo est montrée et à qui elle est montrée finalement? Est-ce qu'elle part tout de suite en page d'accueil pour tout le monde? Voilà, comment YouTube arrive à gérer à qui elle montre la vidéo? Ouais, parce qu'il y a aussi des idées reçues, Oui. là-dessus effectivement, donc tu fais bien de le préciser. Il y a des réseaux sociaux sur lesquels c'est la prime à la nouveauté. C'est-à-dire que, bah, typiquement, par exemple, LinkedIn aujourd'hui, vous ouvrez votre LinkedIn, vous allez voir les 10 premiers posts sont des posts qui ont été postés il y a moins d'1 heure ou il y a moins de 2 heures. Très, très, très frais. Faut du contenu frais. YouTube, c'est pas le cas et c'est plus le cas depuis assez longtemps. Donc YouTube veut absolument vous montrer les vidéos les plus pertinentes pour vous, à l'instant T, basées notamment sur votre historique de visionnage ou sur les chaînes auxquelles vous êtes abonné et cetera. Et donc en fait, il faut bien comprendre que c'est pas parce que je publie ma vidéo à un moment que YouTube va la pousser auprès de tous les utilisateurs sur la plateforme là maintenant. C'est plutôt quand l'utilisateur se connecte, YouTube essaie de rechercher pour cet utilisateur les bonnes vidéos. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple quelqu'un qui suit Code YouTube, mais qui se connecte une fois par mois sur YouTube, si on a posté la vidéo il y a 3 semaines et qu'il se connecte pour la première fois depuis 3 semaines, YouTube va lui mettre Code YouTube en premier parce que YouTube sait que cette personne aime consommer ce type de contenu plus que les autres. Donc en fait, il y a pas de problématique, il y a pas vraiment de problématique de est-ce qu'il faut poster à la bonne heure, au moment où mon audience est en ligne, et cetera. C'est beaucoup, beaucoup moins le cas que sur d'autres plateformes, et heureusement. Hem mais ouais, enfin voilà, globalement, voilà comment ça marche pour la façon de se recommander et ensuite en termes d'audience, YouTube va généralement, en fait, va tester systématiquement. C'est que du test en permanence sur YouTube. Donc le plus simple pour YouTube, c'est de dire: «OK, je sais que par exemple, il y a 300 personnes qui regardent Code YouTube à tous les épisodes. Donc d'abord, je vais servir à cette audience-là, le nouvel épisode de Code YouTube, et j'observe. Est-ce que ça clique autant que d'habitude? Est-ce que ça clique plus que d'habitude, moins que d'habitude? Est-ce que les gens qui cliquent dessus regardent ensuite l'épisode longtemps ou pas, etc. Ok, ça a l'air de bien marcher, cet épisode a l'air de leur plaire. On va ensuite aller chercher tous ceux qui ont regardé quelques épisodes de Code YouTube par le passé, mais pas tous. Et on va voir si ceux-là, ils cliquent, s'ils cliquent pas. Ok, intéressant, ils ont cliqué. Donc vous voyez bien qu'à chaque étape, en fait, si jamais les signaux sont négatifs, l'algo stoppe la mise en avant de la vidéo, en fait. Euh, mais si le signal est positif, on continue d'élargir le cercle. Cercle suivant, ça va être des personnes qui peut-être, alors soit ont regardé une fois ou deux Code YouTube il y a très longtemps, soit sont abonnés à la chaîne mais ne regardent pas les vidéos, soit, et ça arrive assez rapidement en général, des personnes qui ont des historiques de visionnage similaires à des personnes qui regardent Code YouTube. Mais qui n'ont jamais regardé Code YouTube. Et c'est là où vous allez avoir de la découvrabilité. Des nouvelles personnes vont tomber sur vos contenus, des nouvelles personnes vont créer de la viralité, parce que justement, avec des profils un peu similaires, tiens, si ce profil-là a aimé cette vidéo, si cette personne qui a regardé telle vidéo ces 10 derniers jours a bien aimé, probablement que cette autre personne qui a regardé les mêmes vidéos, mais ne connaît pas Code YouTube, a de bonnes chances d'apprécier la vidéo. On lui suggère, on élargit, etc. de plus en plus. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se renseigne, par exemple, en ce moment sur comment créer une chaîne YouTube, mais qui n'a pas encore regardé d'épisode de Code YouTube, alors qu'il a regardé plein de collègues qui parlent de YouTube, il y a un moment, YouTube va se dire, tiens, il aime ce genre de vidéo, l'audience qui aime regarder Code YouTube regarde aussi ce genre de vidéo, donc je vais lui proposer Code YouTube. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc c'est par Et c'est rapport... plus, faut vraiment comprendre que c'est par rapport à des signaux humains de visionnage, beaucoup plus que par rapport à des mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut, je sais que même dans la niche des conseils aux youtubeurs, il y a des audiences très très différentes. Et en fait, il y a plein de gens qui cherchent des infos pour comment développer leur chaîne YouTube, qui ne sont jamais tombés ni sur le coin de youtubeur, ni sur Code YouTube. Parce qu'ils sont dans un cercle ailleurs, parce que les historiques de visionnage sont très différents. Et donc en fait, voilà, c'est vraiment de moins en moins par mots-clés, de plus en plus par affinité. Ok, donc maintenant ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qu'une impression. Maintenant qu'on sait comment YouTube nous montre un petit peu le contenu, rentrons un petit peu dans les chiffres, hein, parce que c'est ça que l'audience veut savoir. Aujourd'hui, est-ce que toi, Sylvain, tu es capable de dire à l'instant T quand tu vois un chiffre, est-ce que c'est un bon taux de clic, est-ce que c'est un mauvais taux de clic, et c'est quoi le chiffre magique? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Parce que tu le sais, c'est la question qu'on nous pose. Ouais, c'est quoi un bon C'est taux de quoi un clic? bon taux de clic, Sylvain? C'est combien? Je l'ai tous les mois. Ouais. C'est absolument impossible de répondre à cette question-là. Vous vous en doutez bien, mais je vais vous donner des chiffres quand même, évidemment. Moi, j'aime bien dire que, en général, donc sur une audience nouvelle qui tombe sur vos vidéos en page d'accueil de YouTube, quelques jours après la publication de votre vidéo, si vous avez un taux de clic au-dessus des 5%, c'est bien. Voilà.
Donc ça, c'est le référentiel que je garde. Maintenant, par rapport à ce qu'on s'est dit avant, vous pouvez bien comprendre que parfois, des vidéos de 8 ou 9% de taux de clic, en fait, ne soient pas mises en avant par YouTube, c'est possible. Ce sera aussi corrélé avec la rétention des vidéos. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais si vous avez une courbe de rétention qui est dégueulasse et que les gens quittent la vidéo très très vite, vous avez beau avoir un très beau taux de clic, YouTube comprend que c'est du contenu qui n'est pas intéressant et arrête de le recommander aussi. Euh, donc, voilà, viser ces 5% sur la longue traîne, on va dire, auprès d'une nouvelle audience, ça c'est intéressant. On a des analytics toutes fraîches maintenant qui nous permettent de voir les taux de clic pour les nouveaux viewers, il faut s'en servir, parce que c'est surtout ceux-là qui vont nous intéresser plus que la communauté. Après, ça dépend du type de vidéo que vous faites, mais là je parle de vidéos découvertes où on veut qu'elles deviennent virales. Pour des vidéos pour la communauté, évidemment, c'est le taux de clic de la communauté qui va vous intéresser. Donc ça dépend un peu du but de votre vidéo. Et pareil, petite précision, parce que moi qui ai l'habitude de faire des rendez-vous, je le vois très souvent. Attention, ne vous fiez pas forcément au taux de clic que vous avez quand vous rentrez dans votre YouTube Studio. Je m'explique. Le YouTube Studio, comment dire, c'est du YouTube. C'est-à-dire que YouTube vous met des stats qui vous font plaisir ou pas, mais ne les promeniez pas comme ça au premier degré. Le chiffre que vous avez, que vous regardez données d'analyse d'une vidéo, vous regardez au-dessus, couverture, vous voyez un taux de clic. Ce taux de clic-là englobe en fait plusieurs taux de clic. C'est bien ça, Sylvain. C'est un taux de clic qui est C'est global. exactement comme ça qu'il faut le décrire. Oui, voilà. Ouais. T'as raison. Oui, explique un petit peu, c'est quoi les différents ça taux de clic. englobe, voilà, donc ça englobe déjà la temporalité, comme vous avez dit. Ça englobe à la fois les impressions des premières heures et celles de 10 jours après. Donc vous avez déjà compris que c'est pas la même audience et qu'il ne faut pas chercher les mêmes référentiels pour ces audiences. Ça englobe aussi, du coup, les différentes sources de visionnage. Alors les sources de visionnage, c'est un truc qui est hyper important à comprendre sur YouTube parce que YouTube les sépare très bien. Mais si votre vidéo apparaît beaucoup en suggestion, donc suggestion, c'est quand je suis en train de regarder un contenu, il y a d'autres contenus qui sont suggérés à côté, bah là, ma vidéo va avoir un certain type de taux de clic. Et en fait, en suggestion, si vous avez 3% de taux de clic, par exemple, c'est énorme, c'est génial. Et il y a de bonnes chances que votre vidéo reste suggérée très longtemps. À l'inverse, si votre vidéo apparaît dans les résultats d'une recherche, d'une requête, avoir un taux de clic à 6 ou 7%, c'est assez classique et c'est même pas très élevé. Vaut mieux avoir un taux de clic à 8, 9 ou 10% en recherche. Et donc vous doutez bien qu'en fait, selon que votre vidéo est plus suggérée en recherche ou plus suggérée en suggestion, bah vous ne devez pas regarder le même niveau de taux de clic pour savoir si c'est satisfaisant ou non. Et moi, je vous avais parlé de la page d'accueil, donc c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités de navigation. Et là, on a encore du coup d'autres chiffres. Je vous avais parlé des 5-6% au minimum. Mais même là, bon, ce sera l'élément suivant. Même là, selon les niches, ça peut changer. Selon les niches, selon les audiences. Je me souviens d'un audit que j'avais fait il y a quelques années pour une chaîne qui avait une audience assez jeune et qui parlait en gros, d'exploration de lieux abandonnés, etc. Et de l'urbex, voilà. Et pourtant, il y avait des très bonnes rétentions, des très bonnes durées de visionnage. Et sur sa chaîne, un bon taux de clic, c'était au-delà de 8 ou 9% en page d'accueil. En dessous de 8%, c'était un flop à chaque fois. Et c'est la première fois que c'était à ce niveau-là, en fait. Et à l'inverse, sur certaines thématiques, moi je sais que sur ma chaîne photo, ça m'arrive des fois d'avoir des vidéos qui sont à 3, 3,5% et qui deviennent virales. Parce que c'est suffisant sur cette niche-là. Donc ça reste variable aussi selon la niche, voilà. Parce qu'en fait, ce qui importe à YouTube, c'est pas le taux de clic en valeur absolue, c'est le taux de clic par rapport aux autres contenus qui peut suggérer à la même audience. Donc évidemment, voilà, si demain vous voulez faire des vidéos, je sais pas, si vous voulez concurrencer Squeezie, bah vous avez intérêt à vous lever tôt et avoir des sacrés taux de clic pour le concurrencer, vous vous doutez bien. Si à l'inverse, vous voulez parler d'un sujet hyper précis, vous êtes le seul à en parler, bah en fait, 2 ou 3% de taux de clic, ça peut suffire pour votre audience. Donc voilà, c'est compliqué. Comme tu dis, c'est aussi par rapport à la concurrence. Ça me fait penser à une vidéo, je crois que c'est la chaîne Esami, qui parlait un petit peu de Twitch. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais j'adore regarder ce type de contenu. Et qui expliquait que Twitch, c'était pas des vues, c'était pas vraiment les vues comptabilisées, mais c'était les vues prises aux autres streamers. Et en fait, comme tu le dis, c'est un peu ça aussi, le taux de clic de YouTube, c'est-à-dire que le taux de clic est toujours dépendant de tes collègues. Parce qu'en gros, c'est soit le spectateur va voir ta vidéo, soit il va aller voir celle de ton collègue. Donc très intéressant d'avoir Ouais. cette petite distinction. Et alors,
pour expliquer, pour aller encore un peu plus loin, parce que tout à l'heure, tu parlais de gros taux de clic. On a vu qu'il y a des taux de clic différents, recherche, accueil, suggestion. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu, qu'on revienne un petit peu sur ces fameux chiffres. Un 9% ne veut pas forcément dire que la vidéo va partir virale, parce que ça peut être un 9% de ta communauté, et c'est là où c'est intéressant d'avoir ces nouvelles stats maintenant du taux de clic par viewer régulier ou des nouveaux spectateurs. Par contre, j'en reviens à tout ce que j'ai dit au départ, moins de 2%, ça ne veut pas forcément dire que ta vidéo est mauvaise. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux Non. gens? Parce que Qu'est-ce qui s'était s'était passé sur cette fameuse vidéo de Gabriel? Donc c'est super intéressant. Nous, on suit évidemment dès qu'on a un client qui poste une de ces vidéos, on suit très attentivement les taux de clic, évidemment. Et en fait, il faut toujours se dire, s'il y a un truc vraiment bizarre, s'il y a un chiffre qui sort vraiment de la norme, c'est qu'il y a une autre explication que c'est exceptionnel ou c'est très mauvais en général. Et donc là, pour Gabriel, sur sa chaîne, le taux de clic standard, on va dire, sont à 4,5-5%. Quand on fait des vidéos qui font 6, 7, 8%, ça fait des vidéos qui partent virales. Et là, on avait une vidéo qui était au début, elle était à 1,3%, puis 1,2, puis 1,1, puis 1%, dans les premières heures. C'est désespérément bas, en fait. Beaucoup trop bas pour que ça puisse être normal, en fait. Si ça avait été à 4,5% ou 4%, ok, c'est logique. 1%, c'est qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. Et donc, son réflexe à lui a été de dire oh là 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 là, c'est un taux de clic d'1%, c'est catastrophique, faut tout changer. Et là, on lui a dit attention, surtout, laisse-nous regarder d'abord. On est allé voir dans les stats, et ce qui s'est passé, c'est que en fait, sa vidéo envoyait des signaux très positifs à l'algorithme. Et YouTube, comme c'est une chaîne qui n'a pas encore une audience très établie parce qu'elle est assez récente, YouTube cherche en permanence à lui trouver des nouvelles audiences. Et aujourd'hui, YouTube prend des raccourcis pour ça. Donc plutôt que d'attendre que YouTube identifie 10 personnes et ensuite suggérer à 5 personnes similaires, etc., quand YouTube trouve des bonnes stats sur une vidéo, YouTube va de temps en temps dire « Ok, celle-là, on va la tester auprès d'une nouvelle audience grand public qui n'a rien à voir, qui ne partage pas d'historique de visionnage ou quoi que ce soit avec son audience actuelle. Allez, bien, on la balance devant 10 000 personnes, en page d'accueil, en suggestion, et on voit ce qui se passe. » Je sais que dans la communauté du coin youtubeur, il y avait une chaîne qui parlait de fourmis qui avait explosé comme ça, en fait, avec quelques vidéos seulement. Et donc, en fait, quand on regarde les stats, ça, on peut le voir très facilement, que sa vidéo avait pris un pic d'impression monstrueux, 8 ou 10 000 en quelques heures, en 1 heure ou 2. Et évidemment, du coup, quand YouTube montre cette vidéo-là à une audience totalement aléatoire, évidemment que le taux de clic va largement chuter. Est-ce pour autant un mauvais signal? Pas du tout. Parce que on sait qu'après, évidemment, YouTube va peut-être identifier là-dedans des nouvelles audiences, va affiner, ensuite va recommander qu'à ces audiences-là, puis aux similaires, etc. Et effectivement, le taux de clic, si on regarde le premier jour, il doit être à 1,5% en moyenne, le deuxième jour à 4,5%, ensuite à 7%. Le taux de clic a monté jour après jour, ce qui est absolument contre-intuitif. Et donc là, on n'a absolument rien touché. On a dit, c'est un très bon signal parce que ta vidéo est poussée et mise en avant. Et donc, ton taux de clic est artificiellement bas parce que YouTube t'a mis un nombre d'impressions monstrueux devant, mais c'est bon signe, c'est exactement ça qu'on cherche quand on a de la viralité. Donc touche à rien, laisse faire. On a laissé faire et elle est partie, et là elle a dépassé les 10 000 vues, je crois, et même 14, je crois, 14 000 là. Et elle continue de grimper, donc voilà, tout se passe bien, et heureusement qu'on n'a rien touché. Pour résumer un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que quand c'est bizarre, c'est-à-dire que quand ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est-à-dire que vous avez un taux de clic à 12, 15% ou un taux de clic à 1%, c'est pas... Il y a forcément une explication quelque part. C'est pas que la vidéo est très bonne et c'est pas que la vidéo est affreuse. Voilà. Donc c'est là où c'est important d'aller creuser vos stats, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent le faire, parce que voilà, la question est revenue souvent. N'allez pas forcément regarder les vues, mais allez regarder les impressions. Effectivement, là, le taux de clic à 1%, c'est parce que YouTube a mis beaucoup d'impressions sur cette vidéo. Et donc, effectivement, en termes de pourcentage, le pourcentage a chuté énormément. Mais en termes de valeur brute, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que si on montre à 10 000 nouvelles personnes et qu'il y en a très peu qui regardent, ça fait un pourcentage faible, 1%. Mais peut-être qu'en valeur, c'est beaucoup plus que ce qui s'est passé les heures précédentes. Et c'est là où c'est intéressant et de pas faire de la surréaction
sur YouTube. On le voit, hein, de plus en plus, les gens ont compris que les gros YouTubeurs changeaient beaucoup de miniatures et des titres. Effectivement, c'est quelque chose que nous, on suit, mais on dit attention, changez votre titre, voilà, petite chose, changez votre titre et votre miniature 5 fois en 2 heures, ça ne sert à rien. C'est aucun intérêt. Déjà, vous n'avez pas assez de recul, vous laissez pas l'algorithme faire. Voilà. Ayez confiance en YouTube. Enfin, YouTube, c'est plus la petite entreprise, c'est plus le petit réseau il sait très bien comment ça marche. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de vous dire là. Attention, faites attention aux chiffres. Essayez toujours de regarder les chiffres dans un certain contexte. YouTube, ce qui est magnifique, c'est que YouTube est la plateforme où on a le plus de données, et c'est ça qu'on adore, mais il faut aller bien la chercher. Il faut pas prendre forcément celle de votre premier YouTube Studio, parce que d'une, comme on vous l'a expliqué, il y a plusieurs taux de clic. Votre vidéo a souvent plusieurs objectifs, il faut savoir lequel est le bon. Les impressions comptent aussi. Ne regardez pas que les vues. Euh, et voilà, donc très intéressant. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas de chiffre magique. Un gros taux de clic, ça ne veut pas forcément dire qu'une vidéo va être virale. Un taux de clic très bas ne veut pas dire que votre vidéo est morte. Et le plus marrant, et ça me fait penser à ce que tu m'as envoyé ce matin, c'est pas parce qu'une vidéo, on va dire, a stoppé pendant 2 mois qu'elle ne va pas reprendre, Sylvain, on est bien d'accord. Parce que ce matin, ou en tout cas ce matin hier, on a eu une petite surprise d'un de nos clients qui a eu une vidéo qui d'un coup est partie en pic. C'est-à-dire que ça faisait 2 mois qu'elle faisait plus trop de vues. Et alors je suis pas allé voir les stats, c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir. Et là, elle a pris, c'est assez exponentiel en termes de Bah, vues. elle part très à la verticale là, en termes de vues. Après, ça c'est propre à des chaînes qui démarrent. C'est-à-dire que par rapport à son audience, il avait déjà des très bonnes stats. Je sais que le combo titre miniature était excellent, pépite. Quand on l'a vu, on s'est dit ouh là là, là celui-là, il est très très bon. Pour autant, la vidéo avait fait quelques centaines de vues, et ce qui était pas mal, hein, pour la chaîne, mais on savait qu'il y avait du potentiel beaucoup plus large. Maintenant, statistiquement, YouTube n'avait pas testé suffisamment d'audience pour savoir si ça pouvait intéresser d'autres personnes. Et donc des fois, il faut laisser un peu de temps justement pour que YouTube identifie des nouvelles audiences. Et ça peut venir de plein d'endroits. Ça peut venir d'un short qui pète sur la même chaîne ou d'une nouvelle vidéo qui va toucher une audience un peu différente et YouTube teste celle-là aussi derrière. Ah, mais en fait, celle-là, il y a des super réactions. Ça peut venir de la publication d'un autre créateur. Ça peut venir d'un événement qui fait que les gens cherchent un truc sur YouTube. Ça peut venir de plein d'endroits. Donc c'est, on va dire, la part un petit peu aléatoire. Mais nous, on arrive à identifier quelles sont les vidéos qui ont ce potentiel de péter plus tard. Parce qu'on le voit pour le coup dans les statistiques longue traîne. Et quand on voit que ces statistiques longue traîne sont très bonnes pour des nouvelles audiences avec des très bons taux de clics et des bonnes rétentions, on dit là on a fait le job. On le dit généralement à nos clients, on dit là on peut être content de ces statistiques même si les vues ne suivent pas. Et on sait que c'est ce genre de vidéos-là qui peuvent péter plus tard. Donc non, je suis très, très content de cette vidéo-là. C'est largement mérité aussi pour le créateur, la qualité du boulot ouais. qu'il fait. Dernière petite chose. Ouais. Parce que on va être dans le thème et je pense qu'on pourra faire une petite update d'ici quelques temps. Tu viens d'annoncer sur ta chaîne Le Coin des YouTubeurs lors de ton dernier live, je sais pas quand sortira cette vidéo, l'arrivée très prochaine. Maintenant je dis très prochaine en prenant des pincettes à chaque fois. Avant l'été, de l'A/B testing sur les miniatures pour YouTube. Vite fait, c'est quoi l'A/B testing? Quelles sont les stats que va regarder YouTube, parce que si j'ai bien compris, c'est pas forcément le taux de clic. Et qu'est-ce que ça va changer pour les créateurs de contenu, donc cet été et la fin d'année. Et c'est pour ça qu'on fera un petit update d'ici quelques temps. Ouais, on anticipe que ça va être big, ça va être game changer parce que vous avez compris que les titres et les miniatures sont des éléments ultra importants de la plateforme YouTube, beaucoup plus que sur n'importe quelle autre plateforme. Parce que, enfin, pas que n'importe quelle autre plateforme, je dirais que c'est aussi important que sur Netflix par exemple. Sur Netflix, le titre de ce sur quoi vous allez cliquer et le visuel sont très importants. C'est ça qui vous décide à regarder un film ou une série. Et donc on est sur le même type de plateforme, hein, finalement, qu'un Netflix. C'est beaucoup plus proche d'un Netflix que d'un Instagram ou d'un TikTok. Et donc la nouvelle fonctionnalité
alors qui est en test depuis très longtemps, hein, que YouTube n'appelle pas A/B testing, d'ailleurs, que YouTube appelle Test and Learn en anglais. Test and Compare, pardon, TNC, Test and Compare, qui vous permettra de faire de l'ABC testing. Vous pourriez mettre jusqu'à 3 miniatures. Et qui ne permet pas de tester les titres d'ailleurs, juste les miniatures. Donc, comment ça va se passer en fait? C'est que au moment où vous allez publier votre vidéo, vous allez pouvoir dire à YouTube, je veux que tu me testes cette miniature, cette miniature, cette miniature. Et elles vont être testées en parallèle, en même temps, 3 maximum. Elles vont être testées en même temps en parallèle. Et ça, c'est la nouveauté parce qu'il y avait des outils externes type TubeBuddy qui permettaient de faire de l'A/B testing, mais c'était 6 heures, Voilà. 6 heures, 6 heures, et donc du coup c'était inégal puisqu'on n'avait pas les mêmes Exactement. audiences. Expliquons bien, Là, ce sera en parallèle. expliquons bien ce Ouais. que ça veut dire en parallèle. C'est-à-dire que En parallèle, Que ça veut toi dire et moi- qu'au moment où je publie ma vidéo, bah, Ouais. ce que je veux dire, un Ouais. créateur poste sa vidéo, toi et moi, on va peut-être avoir cette vidéo sur notre page d'accueil et on n'aura pas la même miniature. C'est ça. Et c'est-à-dire C'est qu'il y ça. aurait, il Au pourrait, même moment, c'est ça. on pourrait ne pas Il avoir pourrait la avoir même une vidéo. troisième personne au même moment qui ouvre son YouTube et lui, il pourrait avoir la troisième miniature. Et donc C'est ça va ça. être. Alors, est-ce que C'est tu sais, alors je rentre un petit peu dans la technique, est-ce que tu sais que ça va être aléatoirement ou ça va être encore par rapport à un algorithme d'historique de visionnage, de préférence, ou c'est du pur aléatoire? Aucune idée. Ouais. Ça, je sais pas comment ça marche derrière. On observera. Ouais. Nous, on observera dès que ça va sortir. S'ils veulent le faire correctement, je suppose qu'ils vont le faire enfin, qui vont prendre le panel d'audience au global et qui vont le tester sur toutes les catégories de personnes, les 3 miniatures. Je les vois mal dire on va tester cette minia sur telle catégorie, cette minia sur telle catégorie, cette minia sur celle-là, parce que leur objectif à la fin, c'est d'aider les créateurs à identifier la miniature la plus efficace. Le but de tout ça n'est pas de garder 3 miniatures pour en proposer à des audiences différentes. Ça aurait pu être le cas, hein. Ils auraient très bien pu dire on veut identifier la miniature qui marche en recherche, la miniature qui marche en page d'accueil, et dire on laisse les deux. Mais l'objectif de la fonctionnalité Test and Compare, c'est on teste pendant quelques temps, et à la fin, on identifie la meilleure miniature qui sera celle qui restera sur la vidéo à vie. Donc voilà, c'est vraiment ça le but, hein. Ok, alors très intéressant, parce que c'est vrai que depuis, ça fait quoi? Depuis 25 minutes, 25 minutes, on parle de taux de clic. Est-ce que YouTube va décider que cette miniature est meilleure que les autres parce qu'elle a plus de taux de clic? Non. Ah, je le sais. Et non, je sais bien Eh que tu le oui. sais. Non, là, je trouve que YouTube fait bien les choses parce que, alors, pour la plupart des créateurs qui essaient de faire les choses bien, le taux de clic reste un très bon indicateur. Parce que généralement, on va pas faire des trucs hyper mensongers, hyper trompeurs, etc. Mais à l'échelle de la plateforme YouTube, il faut bien penser qu'il y a énormément de gens qui cherchent à tromper, à hacker l'algo, etc., avec des trucs totalement mensongers. Et donc, vous doutez bien que si Test and Compare permettait ne regarder que le taux de clic, eh ben, vous auriez peut-être, vous, intérêt à privilégier une miniature trompeuse qui va jouer sur qui va faire des promesses qui ne sont pas tenues dans la vidéo. Et donc, pour éviter ça, YouTube va regarder si votre taux de clic il est excellent, mais que la vidéo a une très très faible rétention derrière, et ben là, ce sera pas celle-là qui sera choisie. Donc, l'indicateur que YouTube va regarder, c'est pour le même nombre d'impressions, le watch time global généré. Donc, le watch time qui sera un mix du coup entre le taux de clic et la durée moyenne de visionnage derrière. Et je pense que c'est le meilleur indicateur qu'ils aient pu choisir. Et de toute façon, normalement, vous n'aurez pas besoin de vous poser trop de questions. YouTube va tester les 3 et va vous dire c'est celle-là la meilleure, utilisez-la, quoi. Donc ça va être c'est ça, en watch time et en temps de visionnage. Parce qu'on le rappelle que Ouais. c'est un peu l'objectif final de YouTube, c'est que vous restiez le plus longtemps sur la plateforme et donc vous appréciez et que vous restiez le plus longtemps possible sur les vidéos. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire que ce serait le taux de clic qui déterminerait quelle est la meilleure miniature. Dernière petite question, est-ce que on sait déjà, ou nous on va le savoir quand on fera des tests, combien de temps va durer ce test et comment dire, dans les faits, comment ça va se passer? C'est-à-dire que au bout d'un moment, YouTube va nous donner les résultats du test, va dire tiens, c'est la miniature B qui a un meilleur watch time. Voulez-vous conserver celle-là? Voulez-vous refaire des tests? Voulez-vous continuer? Comment ça va se passer dans les faits? Quand YouTube nous l'a présenté, ils nous l'ont vraiment, vraiment présenté comme étant une aide aux créateurs. Donc, c'est pas automatisé. Jamais, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que ça a été conçu. YouTube ne va pas dire OK, on a déterminé que c'était celle-là la meilleure, on la sélectionne pour vous, vous n'avez rien à faire.
Non, c'est vous allez retourner dans votre studio et vous pourrez retourner voir votre Test and Compare et voir que la miniature B génère, je sais pas moi, a généré 40% du watch time, la C 30% et la dernière 25 ou 30% aussi. Nous vous suggérons d'utiliser la A. Vous pourrez à ce moment-là dire si vous voulez, je préfère mettre la C quand même. Parce que, et c'est là que je pense que ce sera intéressant, c'est de voir quels sont les analytics qu'ils vont nous donner. Mais potentiellement, vous pourriez être capable, peut-être, hein, j'en sais rien, de voir qu'en fait, la C vous amène peut-être moins de watch time, mais vous avez une audience de plus de 40 ans qui est votre cible. Alors que l'autre, vous avez peut-être plus de watch time, mais vous avez une audience de 18-25. Et donc peut-être vous pouvez dire, ah, en fait, je préfère cette cible-là. Ou bien peut-être que vous allez voir que ça vous amène des meilleures durées de visionnage sur la recherche et c'est ça qui vous intéressait. Et donc peut-être si on a de la granularité comme ça permettra de faire des décisions sur autre chose que le watch time. De base, l'outil, en tout cas, va se baser sur le watch time et va dire celle-là génère plus de watch time, allez là-dessus. Mais on sait que les outils d'analyse automatique de YouTube sont pas toujours parfaits. Quand vous allez dans votre YouTube Studio, des fois, YouTube essaie de vous mettre un petit message pour vous aider à comprendre pourquoi votre dernière vidéo performe comme elle performe. Des fois, c'est pertinent, mais ça reste une machine quand même qui vous dit le truc et parfois ça tape un peu à côté. Donc, ce sera intéressant de voir Donc, s'il nous donne plus de il détails. va falloir quand même analyser parce que effectivement, YouTube, on le redit, va se baser sur le watch time, mais on est bien d'accord que il te dira pas en termes de, comment dire, de nombre de vues. Je m'explique, parce que là, je vois déjà pour nos clients des petites subtilités. Le watch time, c'est bien, mais imaginons que la miniature B a le meilleur watch time, mais elle a que 2% de taux de clic. Finalement, elle a rapporté peu de vues, mais des bonnes vues qui ont regardé longtemps. Par contre, la miniature A peut-être 2% de watch time en moins, mais elle a ramené beaucoup plus de personnes sur la vidéo. Ça, YouTube ne va pas nous le dire comme ça. Il dira toujours que c'est le watch time en premier. J'ai l'impression, oui. Mais après, il faut qu'on ait l'outil dans les mains pour savoir ce qu'on va voir. Et peut-être que, moi, j'espère que YouTube va nous donner au fur et à mesure de plus en plus d'analytics pour séparer les trois et pouvoir mieux tester. Mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pourquoi on vous dit que ça va être game changer, c'est que aujourd'hui, il faut le faire un petit peu à la main, de changer les miniatures, et c'est un petit peu lourd, donc beaucoup de créateurs ne le font pas. Mais on voit déjà une différence entre ceux qui le font, ceux qui prévoient à l'avance 2-3 miniatures, et qui changent au bon moment et pas trop tôt, pas trop tard, et ceux qui ne le font pas. Là, vous doutez bien qu'en fait, avec le ABC testing, potentiellement, si on le souhaite, on peut dire, je mets 3 miniatures dès la sortie de ma vidéo. 3 heures après, si j'ai une chaîne qui est suffisamment grande, j'ai identifié que cette miniature était la meilleure. Je la garde, je la reteste contre 2 autres miniatures, je rebalance le test. Ok, celle-là finalement marche mieux. Je reteste et on pourrait potentiellement optimiser le truc à fond et faire des tests comme si on avait comparé 10, 15, 20, 30 miniatures et surtout apprendre beaucoup plus comment notre audience fonctionne, comparé à peut-être quelqu'un qui dit ah, moi j'ai mon petit template de miniature, je le mets en ligne. Et donc en fait, l'écart de performance va se décupler par rapport à aujourd'hui entre ceux qui jouent le jeu de tester et comparer différentes minias et ceux qui vont malheureusement juste poster une miniature comme ça, quoi. Tu veux dire la miniature screenshot de ta vidéo? Oui, voilà, dans le cas extrême. Mais même une miniature faite par un Media Maker qui fait un petit peu le même template ou qui n'est pas forcément très créatif, ça demande à tester. Et vraiment, je veux prémunir tout le monde sur le fait que on fait pas du MrBeast. Donc, quand vous allez tester et comparer différentes miniatures, le but n'est pas de tester bouche ouverte, bouche fermée, fond vert, fond rouge. Non, non, c'est des concepts de miniatures radicalement différents qu'il faut aller chercher. Et donc, si votre Media Maker ou vous-même, vous avez tendance à faire toujours un petit peu les mêmes choses, vous allez tester et comparer que des trucs similaires, en fait. Et c'est là où, malheureusement, vous allez prendre du retard sur ceux qui mettent une grosse créativité, on va dire, dans leur petite miniature. C'est parfait. Alors, j'espère vraiment que ça sortira avant cet été. J'espère qu'on va pouvoir nous faire des tests. Vous l'avez compris, on refera un point. J'espère beaucoup plus poussé
sur cette fonctionnalité. Vous nous C'est sûr. connaissez, on adore les stats, Sylvain encore plus, donc je sais très bien que le jour où cette fonctionnalité sort, il va me faire un tableau avec des formules Excel pour savoir, voilà. Et on viendra vous donner un petit peu tous les résultats de ce test. En tout cas, merci beaucoup. Tu vois, je pensais qu'on en parlerait 20 minutes, ça fait plus de 30 minutes. Mais impossible, tu me dis data, c'est impossible de tenir 20 minutes. Tu rigoles. C'est toujours un plaisir. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous mettent des commentaires, toutes les personnes qui nous suggèrent des sujets. Ce sujet, alors j'ai plus le nom parce que je l'ai pas noté, mais ce sujet, c'est vraiment un sujet qui a été proposé par quelqu'un de la communauté de Code YouTube. N'hésitez pas. Voilà, moi j'ai une liste. Tout ce que vous mettez en commentaire, même si je réponds pas assez aux commentaires, j'ai une liste. Donc je voudrais vraiment vous remercier. On a des super commentaires. On adore ça. Voilà, moi j'adore lire vos commentaires. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À un moment ou à un autre. C'est Loris. C'est Loris. Je viens d'aller voir. Ah oui, C'est Loris qui nous a c'est suggéré vrai, ça. c'est vrai. Il voulait qu'on parle de la rétention. Loris Go Fishing. Il voulait qu'on parle de la rétention. Je me suis dit que ça ferait un peu trop pour un seul épisode. Mais vous inquiétez pas, on parlera de cette future rétention. Parce que j'ai un client qui m'a dit qu'il n'était pas content de sa vidéo parce qu'il n'avait pas fait 70% de rétention sur une vidéo de 20 minutes. Je lui dis, il va falloir qu'on refasse un point sur... N'est pas MrBeast qui Non. veut. Donc, merci beaucoup Sylvain. N'hésitez pas Merci, c'est cool. à vous abonner, à aller sur Spotify, à aller sur LinkedIn. Là, Sylvain, en ce moment, il vous met des petits posts pépites sur LinkedIn. Et si vous voulez venir discuter avec nous, voilà, vous avez mon lien. Je serai ravi de discuter avec vous. Sylvain, bonne journée et à très bientôt. Ouais. À Allez, bientôt. ciao. Ciao.